Bonjour Yves Michaud, vous êtes philosophe, créateur de l'Université de tous les savoirs. Vous avez aussi dirigé l'École nationale des beaux-arts. Vous publiez un pavé dans la mare contre la bienveillance. On va en parler dans quelques secondes. D'abord, écoutez François Hollande, c'était ce matin. Nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de la Lande. Vous diriez quoi, Yves Michaud? Ça, c'est faire acte de bienveillance? Non, je pense que c'est indispensable parce qu'il faut absolument régler la question des migrants et donc prendre des dispositions assez précises. Simplement, je veux dire, je ne vois pas que fermer le camp soit une solution. Je veux dire, je pense que la crise des migrants est probablement la crise la plus importante que nous ayons à connaître, plus que le terrorisme d'ailleurs aujourd'hui, et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, en fait, il faut trouver des mesures, aussi bien au niveau européen, mais ça, on n'en prend pas le chemin, qu'au niveau français. C'est-à-dire que vous dites qu'on ne s'attaque pas aux causes du problème aujourd'hui, en les causes démantelant la jungle de Calais? Bien sûr, mais les causes du problème, elles sont tellement fortes et en plus tellement lointaines et hors de notre portée que d'une certaine manière, il faut faire avec. C'est la déstabilisation du Moyen-Orient, c'est la déstabilisation de la Libye, et donc c'est tout ça qui fait que la pression migratoire peut se donner libre cours. Maintenant, les gens sont là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, je veux dire. Et ils sont là, et d'autres vont venir aussi. Et d'autres, c'est évident que d'autres vont venir. À mon avis, on est sur la base aujourd'hui d'afflux de, en gros, 1 million de réfugiés par an, 1 million de migrants. Et donc ça cette va durer. situation-là, Yves Michaud, va être instrumentalisée dans la campagne électorale. Vous le dites dans votre livre. Alors, elle est déjà instrumentalisée dans la campagne électorale, mais je crois qu'en fait, il faut y réfléchir assez froidement. C'est-à-dire, est-ce que ces gens qui y arrivent sont dedans ou dehors de la société? Est-ce qu'ils sont destinés à devenir des citoyens ou pas? Ou est-ce qu'ils vont être éternellement des réfugiés? De temps en temps, ça me fait penser, si vous voulez, à la manière dont on a traité la question des harkis. En général, quand ils ont été... Ceux qui ont été rapatriés, on les a confinés dans des endroits pas possibles, un peu en dehors de tout, et puis on les a abandonnés à leur sort. On ne peut pas laisser les migrants circuler dans tous les sens. On voit d'ailleurs sur les harkis. On ne peut pas les enfermer dans des camps non plus. Je veux dire, je crois qu'il faut faire des programmes d'intégration. Autre chose, justement, pour en revenir à la bienveillance, autre chose que de la bienveillance. Oui, d'ailleurs, François Hollande s'est adressé aux harkis encore hier, et les harkis disent aujourd'hui c'est bien tard. Ah bah bien sûr que c'est bien tard. Mais sur le moment, on a fait avec les harkis, mais c'était à petite échelle, ce qu'on est en train de faire avec les migrants. C'est-à-dire, on les accueille, mais on ne sait pas comment gérer le problème. Oui. Moi, je crois que ça passe, comme le font les Allemands, parce qu'ils y ont pensé, là au moins ils sont très sérieux, ça passe par des programmes d'intégration qui vont être très coûteux. Et ce n'est pas seulement des programmes d'aide sociale, c'est aussi des programmes d'éducation, d'apprentissage de la langue, de formation civique, s'ils veulent rester. Oui, ça pose la question de l'identité française. Quand vous entendez un candidat à l'élection présidentielle qui est Nicolas Sarkozy dire « tous ceux qui arrivent en France, immédiatement doivent savoir que leurs ancêtres sont les Gaulois ». Oui, alors c'est une manière de dire, si vous arrivez en France, vous adoptez la culture et l'histoire française. Mais moi, personnellement, ma position est très différente de celle des gens de droite, mais comme de gauche. C'est-à-dire que je ne me positionne pas du tout en termes identitaires. Parce que je pense que l'identité de la France, c'est quelque chose de tellement compliqué que tout le monde peut raconter une histoire différente sur l'identité de la France, que ce soit les Gaulois, que ce soit les Capétiens, que ce soit les Occitans, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut traiter les problèmes en termes d'identité civique. C'est-à-dire que l'identité française, c'est l'appartenance à la République et donc la reconnaissance inconditionnelle, ça j'y tiens beaucoup, des principes liberté, égalité et fraternité ou solidarité, comme vous voulez. Et là, c'est pas une question, je veux dire, n'importe qui adhère à ces principes. Moi, je reviens un peu, si vous voulez, aux positions de la Révolution française, où on pouvait être citoyen à partir du moment où on acceptait les principes de la Révolution. Oui, mais là, dans ce livre, vous dites très clairement, ça n'est pas forcément le cas, notamment des minorités religieuses, par exemple. Oui, mais alors là, je crois que la démocratie abdique face à cette bienveillance que vous dénoncez et que finalement, elle n'existe plus, finalement, cette démocratie. Oui, alors, je ne parle pas en termes de démocratie, je parle en termes de république. Je crois qu'il y a un socle fondamental qui est, je dirais, la conviction que nous avons d'être citoyens et d'appartenir à la même communauté politique, je dis bien pas à la même identité. À partir de là, si on admet ce socle, je veux dire, beaucoup de différences peuvent
peuvent être gérées au niveau de l'organisation de la démocratie. Oui. Mais par exemple, si on prend le cas des musulmans, moi, mon problème n'est pas de dire l'islam est ceci, l'islam est cela, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des radicaux, il y a des modérés, etc. Non. Quelqu'un qui est de religion musulmane, mais comme quelqu'un qui est chrétien, est-ce que vous reconnaissez les principes de la République? Est-ce que vous reconnaissez le principe de la liberté, y compris la liberté des femmes, la liberté d'opinion aussi, donc ça pose le problème du Charlie Hebdo. Est-ce que vous acceptez aussi les principes d'égalité? Alors à cette ça vaudra question, pour il y a les une femmes. étude de l'Institut Montaigne qui a répondu notamment qu'il y a 29% de musulmans qui ne se reconnaissent pas dans cette République. Et alors, le même Nicolas Sarkozy a déclaré « On ne peut pas garder 29% d'une communauté qui est tentée par la charia ». Alors là, effectivement, pour ce point, je serais d'accord avec Sarkozy, mais pas seulement avec Sarkozy. C'est-à-dire que je crois qu'inconditionnellement, c'est de la solution d'ailleurs qu'avait imposée Napoléon au Sanhédrin juif en 1807-1808. Il faut demander aux musulmans de reconnaître inconditionnellement les principes de la République. C'est-à-dire, et moi j'en vois deux fondamentalement, c'est premièrement que c'est la loi politique, la loi républicaine qui prévaut sur toute autre loi religieuse, divine, etc. C'est la question de la charia, quel que soit le contenu de la charia, parce que selon les pays, vous savez, le contenu de la charia change beaucoup. Hein. Mais c'est pas du tout un texte divin, hein, la charia. Et puis deuxièmement, la liberté de religion. Parce que ça me semble encore plus important que la question de la loi religieuse. C'est-à-dire, un des points les plus redoutables dans l'islam, c'est la prohibition absolue, l'interdiction absolue de l'apostasie. C'est-à-dire de quitter la religion, d'entrer là. Or, la plupart des persécutions dans l'islam et des exécutions se font au nom de apostasie. On accuse les gens d'apostasie. Or, l'autre jour, je dialoguais avec un spécialiste de l'islam modéré. Eh bien, il n'a pas voulu répondre sur ce point de l'apostasie. Hein. C'est-à-dire que je crois que l'apostasie reste un des points vraiment les plus durs de l'islam, et je crois qu'on ne peut pas être citoyen si on ne reconnaît pas le droit à quitter une religion. Mais une autre menace, entre guillemets, sur la démocratie, c'est le populisme, et vous en parlez très clairement, pas seulement d'ailleurs en France, il va y avoir le débat Trump-Clinton aux États-Unis, mais il y a une montée du populisme, finalement. C'est une menace vraiment pour toutes les démocraties? Alors, je crois que c'est une menace pour toutes les démocraties, et en tout cas pour toutes les démocraties en Europe actuellement. Le populisme monte partout. Il y a du populisme de gauche, il y a du populisme de droite, et il y a du populisme même de centre, hein, je veux dire, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, il y a une usure des partis traditionnels. Le populisme, c'est pas du tout le côté grand méchant loup du Front National ou de Podemos en Espagne. C'est que tout simplement, les partis sont usés, sont assez corrompus, et puis sont complètement décollés de la réalité. Bon, donc le populisme exprime, si vous voulez, d'abord ce refus. Alors ensuite, vous avez des partis populistes qui essayent de récupérer, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie, par exemple, c'est le Front National en France, mais derrière le populisme, il y a un certain nombre de revendications et de refus. Des refus d'abord, et puis de la classe politique, et puis des revendications qui sont des revendications, comme je dis, qui ne sont pas cohérentes. Hein. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens du Front National qui viennent, en fait, du Parti communiste aujourd'hui. Hein. Et puis, vous avez des gens qui viennent de l'ancienne droite Algérie française. Vous dites, le philosophe, vous dites la démocratie est en danger face à ce que vous appelez cette forme de bienveillance qui la menace? Ce que je demande, c'est la refondation républicaine. C'est-à-dire, effectivement, que tous les citoyens français soient obligés, à un certain âge, je pense vers l'adolescence, de prêter serment à la République, hein, et en connaissant le contenu du message républicain. Donc ça suppose une grande éducation civique. Et puis ensuite, je pense qu'un certain nombre de châtiments, de pertes de droits, si on manque à son serment républicain. Oui. Parce qu'une des choses qui fait la crise des démocraties, c'est que, si vous voulez, on y tombe tout naturellement. On est dans des démocraties, on bénéficie tout de suite de ces droits. On ne voit pas que ces droits ont pour contrepartie un certain nombre de devoirs. Le dernier devoir qu'on avait, c'était le service militaire. C'était le risque de devoir sacrifier les candidats veulent le rétablir. Voilà, c'est ça. Parce que ça, c'était très symbolique. Ça voulait dire, je risque de devoir mourir pour ma patrie ou pour ma République. Aujourd'hui, même ça, c'est fini. Donc, on a tous les droits et on n'a pas les devoirs. Et donc, c'est ce que j'appelle la démocratie guichet. Et je crois que la démocratie guichet, c'est plus de la démocratie. Merci Yves Michaud. Votre livre s'appelle « Contre la bienveillance », publié chez Stock. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.